Salut et désolée de commencer la vidéo par un petit disclaimer, mais je pense qu'il faut que je le fasse malgré tout vite fait. Donc la première déjà, c'est que je clame absolument aucun droit sur les images que je vais diffuser. Et vous allez voir, c'est évident pourquoi. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment que j'espère que ça vous plaira. Et que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En m'expliquant particulièrement pour quand ça va pas, en m'expliquant notamment pourquoi. Afin que je puisse le prendre en compte et puis ensuite améliorer les prochaines vidéos. Et pour continuer sur cette lancée, la troisième chose, c'est que je vais sûrement avoir besoin un peu de votre aide et de vos retours sur le contenu de cette vidéo, parce que j'étais un peu en train de marcher sur un fil entre l'idée de faire un truc qui soit pas trop dur et en même temps qui vous prenne pas pour des idiots, puisque c'était hors de question que je vous prenne pour des idiots. Du coup, par rapport à ça, j'ai besoin un peu de savoir justement s'il y a des ajustements à faire d'un côté comme de l'autre. Peu importe, il y a aucun souci là-dessus. Enfin voilà quoi, du coup, à la prochaine fois, je sais pas trop quand ce sera, mais enjoy. Enfin voilà quoi. Imaginez qu'un philosophe vous dise que si vous êtes moche et seul, vous ne serez jamais heureux. Avant de lui dire de passer son chemin d'une manière plus ou moins civilisée, vous vous serez sans doute dit que ce philosophe n'a pas l'air d'avoir beaucoup réfléchi et que c'est bien regrettable. Sachez pourtant qu'un philosophe l'a dit, et qu'en plus, il ne vous est pas inconnu. En effet, c'est dans l'Éthique à Nicomaque qu'Aristote écrit qu'on ne peut en effet tout à fait prétendre au bonheur si l'on a l'apparence vraiment disgracieuse ou une famille douteuse, ou que l'on est solitaire et sans enfants, et peut-être moins encore si l'on a des enfants ou des amis franchement mauvais, ou que la mort les a ravis alors qu'ils étaient bons. Le plus étrange de l'affaire, c'est que bien qu'il ait pu tenir tel discours, c'est encore lui qui est enseigné, lui parmi les autres. Ineptie ou discours intéressant, c'est ce qu'on va tâcher de mettre au jour. Peut-être bien que, si on la prend au sérieux, sa bêtise a un sens, après tout. Aristote fait partie des eudémonistes, c'est-à-dire qu'il hiérarchise les biens, du plus insignifiant au bien suprême, celui vers lequel toutes nos actions, tout ce qu'on fait au cours de notre vie, est orienté. Sa conclusion, c'est que c'est le bonheur, parce que c'est pour lui que nous agissons, et c'est celui que l'on souhaite pour lui-même. Et aux dernières nouvelles, personne ne souhaite, en effet, être heureux pour autre chose que d'être heureux. Or le bonheur, c'est la vertu. Chez lui, le bonheur et la vertu se rejoignent dans le concept de daimonia, la vie épanouie. La vie épanouie d'Aristote, elle est composée de la vertu, du juste milieu, de la sagesse pratique et de l'éducation morale. L'éducation morale lui est très importante. C'est elle qui permet et oriente l'action, elle qui crée des habitudes, des maîtrises, qui s'appliquent et s'exercent dans la sagesse pratique, le fait de savoir appliquer une règle à des situations. Donc le daimonia, ou si vous préférez le bonheur, c'est l'excellence des vertus et leur exercice. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Aristote a un dernier argument, c'est l'argument de l'office de l'homme. Aristote cherche ce qui fait la particularité de l'humain parmi les animaux. Et voilà ce qu'il trouve. L'âme et la raison sont des choses que nous ne partageons pas avec les autres espèces. Donc, l'office de l'homme, c'est une activité de l'âme accompagnée de raison. Activité, c'est donc une pratique, et de l'âme accompagnée de raison, ça, c'est théorique. Il ne sépare pas la théorie de la pratique. Bonheur et vertu sont alors liés dans l'office de l'homme, parce que faire ce pourquoi nous sommes faits, l'activité de l'âme accompagnée de raison, c'est pratiquer quelque chose qui nous rend vertueux. Et qu'en même temps, c'est aussi bien difficile d'imaginer être heureux en faisant autre chose que ce qui n'est pas fait pour nous. Autrement dit, la vertu et le bonheur sont un peu comme la vie, ils se vivent. Il s'agit donc de trouver ce qui nous est bon, de s'habituer à le pratiquer et de le pratiquer en fonction de soi. On a donc à l'œuvre un savoir, des dispositions et de l'affectivité. C'est ça qu'Aristote dit quand il dit qu'on ne peut pas tout à fait prétendre au bonheur. On retrouve dans cette phrase la capacité, avec on ne peut pas. On retrouve la disposition d'en prétendre, puisque le bonheur dépend à la fois de nous et de l'extérieur, dans le loisir qu'il nous donne de nous développer et d'agir en fonction de nos dispositions. Et tout ce qu'on a dit, ça se trouve aussi dans les exemples qu'il donne. Rappelez-vous, apparence vraiment disgracieuse, famille douteuse, solitaire et sans enfants, puis les amis mauvais ou les amis bons que la mort a ravis. L'apparence vraiment disgracieuse. Ce qui est important, c'est le vraiment. On peut dire que pour Aristote, l'apparence disgracieuse pose problème parce que c'est une figure de l'excès. Or souvenez-vous, le juste milieu et sa maîtrise sont essentiels dans le daimonia. Donc être vraiment disgracieux, c'est mal disposer l'individu à la vertu. C'est un peu Disney,
là où les personnages gentils sont toujours très beaux et où les personnages méchants vont plutôt avoir tendance à être laids, mais c'est surtout Elephant Man. Elephant Man, bien qu'humain, son apparence fait qu'on va le traiter comme un monstre. Il n'est pas possible, bien que cet homme soit raconté comme étant vertueux, qu'il soit aussi heureux, parce que où qu'il aille, on le considère soit comme un objet, soit comme un monstre, et donc on lui refuse la possibilité de s'épanouir. Et c'est ça le sens profond de ce qu'essaie de dire Aristote. Pour la famille douteuse, il suffit de penser à l'importance de l'éducation dans le daimonia. Une famille, qu'est-ce que c'est ? C'est le premier corps social qu'on rencontre. C'est donc le premier corps social dans lequel on se structure en tant que personne. C'est elle qui va donner un rythme de vie, des habitudes et un rapport au monde qui se déploie à mesure qu'on grandit. Alors une famille douteuse, c'est une famille où on grandit dans le chaos. Imaginez. Une famille, c'est comme un jeu de société. Ça peut être un Kems ou un Trivial Poursuite, peu importe, mais une famille douteuse, c'est pas un jeu sans notice, c'est pire. C'est des pions sans plateau. Et si la famille douteuse est une famille corrompue, c'est l'affectivité et la disposition qui sont mises en déroute. La disposition parce que l'éducation habitue à la poursuite de tel ou tel objet, et l'affection parce qu'elle peut biaiser la remise en question de cette habituation. L'exemple le plus représentatif de ça pour Aristote, ce serait de vivre dans une famille qui ne poursuit que l'argent. L'argent, c'est le désir insatiable par excellence. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps, dans une vie, d'en voir la vanité. Parce que lui seul est infini. Ensuite, si les amis sont mauvais, c'est difficile d'être heureux parce qu'on est dans un rapport malsain à l'autre, qui entraîne excès ou défaut, et donc contrevient au juste milieu. Par exemple, un ami qui entraille un autre ou un ami qui instaure une relation de domination envers un autre sont des amis mauvais parce qu'ils entraînent excès ou défaut dans le rapport que les deux amis entretiennent. L'amitié est un sentiment fort, dans lequel, d'une certaine façon, on met entre les mains de quelqu'un une partie de soi, et on la lui laisse. On se met donc en danger s'ils sont mauvais. Enfin, les amis bons que la mort a ravis. Dernier exemple, très intéressant parce qu'il permet aussi d'éclairer différemment le cas des amis franchement mauvais. Aristote parle des amis bons que la mort a ravis pour une seule raison, l'injustice. On le sait tous, la mort de quelqu'un de bien, c'est la fin de tout. Un ami juste qui meurt, c'est la fin du monde. La négation de facto d'une quelconque justice dans le monde. C'est l'échec de la vertu et un défaut, un manque soudain avec lequel il faut composer. Donc ça vient du rapport entre bonheur, vertu et justice. Le daimonia, c'est une pratique à développer, un travail de funambule où il est important de prendre en compte l'éducation, l'habitude et aussi une certaine définition de l'office de l'homme. Il faut vous imaginer Aristote en funambule cartographe. Funambule entre l'excès et le défaut, cartographe car il s'agit de comprendre, pratiquer pour pouvoir s'adapter, faire une topographie de la vertu, une carte qui est unique à chacun et à ses dispositions. Les apprivoiser ne dépend jamais que de lui, et son bonheur, malgré tout, ne se trouve jamais qu'entre ses mains. Ineptie ou discours intéressant, je crois donc qu'on peut voter pour le deuxième. Mais seulement si on garde à l'esprit que la plus visible des bêtises peut avoir du sens. Ce qui compte, c'est de la prendre au sérieux.